Bonjour tout le monde, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 19e podcast, le podcast Made in Batman Legend. Au programme ce soir, ou aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, retour sur nos lectures, nos quelques lectures du mois de mars, qui sont parues donc chez Urban Comics. Puis on jettera un petit passage de voiture. On jettera un rapide coup d'œil sur les sorties à venir pour le mois d'avril qui est en cours. Puis la seconde partie de ce podcast sera consacrée à la question comment parler de Batman au grand public. Pour m'accompagner ce soir, deux rédactrices du blog, à la personne de cette petite voiture aussi, Danielle Drake. Salut. Salut. Mais aussi Alexandra. Salut. Salut Alex. Et puis un invité tout nouveau, j'ai envie de dire, puisque c'est la première fois qu'on l'accueille dans ce podcast, Lloyd Cherry, journaliste pour Le Point, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Salut Lloyd. Bonsoir, merci de l'invitation. Voilà, merci à toi d'être présent. Je t'invite à te présenter du coup pour tous ceux qui te connaissent pas encore. Qui est Lloyd Cherry tout d'abord? Alors, vaste question. Moi, c'est Lloyd. Je suis journaliste pour le magazine Le Point et aussi une de ses rubriques qui est un peu plus connue, qui s'appelle Le Point Pop. Plutôt inversement, Le Point est peut-être plus connu que Le Point Pop, voilà. Je suis journaliste en culture et en fait, j'ai été invité gentiment sur ce podcast puisque j'ai animé la rencontre Batman à Angoulême avec notamment Frank Miller, Paul Dini et Jock l'illustrateur, et on a fait un podcast sur les 80 ans, enfin pas un podcast, c'est ce que je fais en ce moment, mais on a fait une masterclass autour de la figure de Batman et des 80 ans de Batman. Donc c'était hyper intéressant, et du coup voilà, j'ai été gentiment invité ensuite. Bah, super. Et justement, alors en tant que gros fan, donc moi j'étais parmi l'assemblée qui vous écoutait religieusement lors de ce masterclass à Angoulême. Qu'est-ce que ça fait d'interviewer ou de présenter cette masterclass avec des grands noms comme Jock, Paul Dini et Frank Miller? Alors c'est hyper intéressant d'être. Ce qui fait, c'est que c'est assez stressant en fait, pour être tout à fait honnête. Parce que du coup en fait en gros globalement c'est un des temps forts du festival d'Angoulême. Il y avait pas mal de monde qui attendait absolument cette conférence, et la grande problématique qui a eu là-dessus, c'est que quand même Frank Miller c'est pas n'importe qui, et du coup c'est comme une star hollywoodienne, donc il faut préparer, il faut beaucoup préparer avec son agent, avec lui, pour que tout soit parfait. Du coup il faut être patient, et puis surtout vraiment bien comprendre que les gens sont vraiment là pour écouter, pour les intervenants en fait, et ils sont pas là pour vous. Donc une fois que vous avez compris ça, et du coup ça va, parce que vous êtes vraiment là au service du public et au service des invités. Donc c'est toute la difficulté en fait de ce genre de conférence où il y a pas mal de pression. La conférence était remplie comme tu l'as vu. Du coup c'est vrai que tu te dis qu'il y a tu te dis qu'il y a 400 personnes qui sont là, qui attendent Frank Miller principalement, et Paul Dini, et il faut que ce soit idéalement parfait. Alors c'était intéressant parce qu'il y a des gens qui ont aimé la conférence, qui l'ont dit sur les réseaux sociaux, et puis il y a des gens qui ont détesté, qui ont trouvé que les questions étaient nulles, que j'étais un mauvais animateur. Donc ça a été aussi une bonne expérience, tu vois, sur apprendre à accepter les critiques. Ça, il y en a tout le temps, de toute façon. Oui. C'est-à-dire que tu auras toujours ces deux critiques-là avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Après, moi, j'ai trouvé ça très cool. Et puis, c'est vrai que, comme tu dis, on est là pour Frank Miller, pour Paul Dini et Jock. Donc, c'est vrai que rien que nous, on les a vus arriver sur scène, c'est bon, c'était gagné, quoi, tu vois. C'est ça. Et surtout que nous, on se disait que ça devait pas être facile d'interviewer Frank Miller. Enfin, c'est quand même une personnalité un peu spécifique, donc je sais pas, c'est peut-être un mythe, mais il est très sympa en tant que personne. Il n'y a pas du tout de problème d'ego et autres. Il est vraiment ouvert et disponible. Après, c'est vrai qu'il y a autour de lui un staff qui est mis en place. Du coup, c'est vraiment respecter la façon de procéder pour que lui soit dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Oui, c'est ça aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a tout le côté, tous les à côté, quoi. Oui, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est là où j'ai vu la différence. Et quand on est sorti de la conférence, il y avait des gens qui le coursaient pour demander des autographes.
Mais oui. Oui. Bon, on va enchaîner avec le programme du podcast du jour avec première review. Et du coup, Alex, je sais que tu as lu Justice League No Justice. Oui. Qui était un petit peu l'intronisation ou la passerelle entre le Justice League Rebirth et le nouveau Justice League de Scott Snyder. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, c'est ça. Et c'est aussi une sorte de suite à la trilogie Batman Metal. En fait, tout ce qui se passe à Batman... C'est du Scott Snyder, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ce qui se passe à la fin de Batman Metal, on y arrive ensuite avec No Justice. C'est encore une fois la fin du monde, mais 1000 fois plus que Batman Metal. On a réveillé les 4 titans et donc du coup c'est une catastrophe nationale. Enfin non, pas du coup, non, mondiale. Planétaire. Internationale. Internationale. Non, mais quand je dis tout ça, c'est que c'est encore une fois du Snyder en exagération. C'est hyper galactique, c'est hyper destructeur. Moi, j'ai un peu du mal avec ce genre de lecture. C'est pour ça que j'avais décroché avec Batman Metal, parce que on est encore dans le fameux multiverse. Ouais. Mais un peu trop poussé à mon goût. Alors après, l'histoire des 4 titans, c'est que du coup, il y a une énorme division de la Justice League où il va y avoir d'énormes mélanges. On va avoir des équipes complètement folles et démesurées, du Batman avec du Lobo. Bon, j'ai plus en tête parce que je l'ai lu du coup en début du mois. C'est fun ou c'est vraiment trop long, quoi? En fait, il y a deux points. Moi, j'ai trouvé ça fun parce que les 4 équipes, les 4 mini Justice League, donc mélangés vilains et méchants, les 4, c'est super bien accordé. Chaque équipe au sein des personnages, ils vont bien ensemble, ils s'apportent. Et ils se donnent bien la réplique. Pour le coup, c'est vachement bien mené. Donc ça, ces 4 équipes-là. Ensuite, l'histoire finale, c'est sympa, mais c'est sans plus, quoi. Ils vont réussir à battre chacun les 4 titans et à restaurer l'univers pour après amorcer du coup les nouvelles histoires de New Justice. Donc le gros plus, je dirais, c'est de voir différemment les héros et les vilains et les voir s'associer. C'est bien foutu. Après, ça reste une histoire basique sur fond de guerre galactique pour amorcer encore une énorme série que Snyder va lancer avec Justice League, quoi. Donc, c'est pas qui d'ailleurs a aussi été publié, mais qu'on n'a pas forcément lu, donc. Non, je vais. C'est plus que Urban d'ailleurs pour les lecteurs francophones, que Urban publie sous le label, enfin sous le nom New Justice. New Justice, ouais, c'est ça, exactement. Donc on sait pas trop ce que ça va donner. Moi, j'ai un peu peur que ça soit un peu redondant et peu profond, quoi. Je pense que c'est ça qui manque à Snyder en ce moment dans ses comics, c'est une sorte de profondeur et je dirais même un peu ce qu'il y a avec Tom King. Et avec Tom King en ce moment, moi ce que je vois dans la série Rebirth, c'est une intelligence et un bon fil scénaristique, et Snyder il manque de profondeur dans ses récits. D'accord, ouais, c'est un petit peu trop en surface et puis ça veut. Ouais. C'est le problème de Snyder depuis un petit moment. Moi, je sais que j'ai de plus en plus de mal avec cet auteur, malheureusement, que j'adorais et qui au final me déçoit de plus en plus. Mais bon. Ouais, c'est ça. C'est plat en fait. En fait, c'est une lecture sympa. C'est pas horrible non plus. Ouais. Le dernier tome de Batman Metal, mais c'est pas utile, quoi. Si par exemple on a des sous à dépenser et on va plus aller sur autre chose, quoi. Ok. Du coup, tu parlais de Tom King juste avant, donc transition toute faite pour enchaîner sur comment dire, le tome 7 de Batman Rebirth qui a été publié également lors de ce mois de mars. Tome 7 que j'ai reviewé sur le site. Du coup, je vais me coller un petit peu à sa présentation ce soir. Et on est donc sur le dernier tome avant le fameux tome où on aura droit au mariage entre Batman et Catwoman.
Donc, encore une fois, on se retrouve avec une sorte des sortes d'histoires un petit peu pour patienter. Et encore une fois, moi, j'ai été plutôt conquis. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se plaignent que, justement, c'est un peu long, que vivement qu'il y ait le mariage, qu'on passe à autre chose. Alors, d'un côté, je les rejoins, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que le mariage arrive et qu'on passe à autre chose. Mais j'aime bien, moi, trouver cette relation Batman-Catwoman, tout le côté relationnel, émotionnel qu'il met pour Batman. Je trouve ça super intéressant et pour une fois, c'est un peu novateur, quoi, de voir Batman sous cet angle-là. Et pour moi, alors après ce tome-là, c'est un petit peu un crossover, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chapitres qui sont écrits par Tim Seeley, pardon. Et du coup, t'en as que quelques-uns qui sont écrits par Tom King, qui sont à mon sens meilleurs que ceux de Seeley. Mais voilà, c'est un petit peu crossover. On va avoir beaucoup de personnages, on a beaucoup de méchants, beaucoup de gentils, toute la Bat Family de Batman, pas mal de super vilains de Gotham. Et par contre, un gros point fort, moi que j'ai adoré, c'est le personnage du Joker, écrit par Tom King. Je trouve que il a trouvé un angle sur ce Joker qui, il est juste démentiel, quoi. Il fait fou, mais complètement taré. Ces dialogues sont super. Moi, je trouve ces dialogues. Parfois, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est tellement le Joker en fait. C'est-à-dire qu'il part dans tous ses délires, il part à droite, il part à gauche, il te dit un truc, il te sort une vanne, et puis il claque, et puis là, il te sort un flingue, il te dégomme un gars. Enfin, voilà, c'est totalement jokeresque, ça se dit, je sais pas. Mais mais ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est pas la lecture de l'année non plus, qu'on soit d'accord, hein. Mais c'est voilà, moi je l'ai noté 3,5 sur 5 sur le site et voilà, c'est un bon 3,5 sur 5. Maintenant, vivement le mariage, j'ai envie de dire, vivement le tome 8 qui arrive en juin, si je m'abuse, ou mai, je sais plus, mai je crois. Juin. Ah non, juin. Ah, je me suis trompée alors. Je sais plus. Mais ouais, je sais plus non plus. Mais du coup, c'est vrai que voilà, vivement le mariage maintenant, mais c'était de bonnes lectures, c'était assez agréable. Et puis surtout les deux derniers chapitres avec le Joker, Joker face à Batman et le Joker avec Catwoman, c'est vraiment de très très bonnes histoires. J'ai vraiment adoré lire. Voilà pour Batman Rebirth tome 7. On va s'arrêter là pour nos lectures du mois parce que finalement on n'a pas lu plus que ça. Alors juste pour le Batman Rebirth 8, le mariage, on est sur le 17 mai. 17 mai, voilà, c'est ça. Donc dans à peu près un mois, on aura droit à ce fameux mariage tant attendu. En tout cas en VF, parce que en VO forcément il y a un moment qui est passé. Mais voilà, ça va être cool de découvrir cette nouvelle histoire et de découvrir un nouveau pan du run de Tom King sur Batman. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ouais, moi j'ai hâte. Je suis très fan de la série, là, de ce qu'il a fait. C'est vraiment, c'est constamment bon, avec peut-être des fois des petits hauts et des bas dans un comics. Par exemple, celui-ci, le 7, c'est pas tout très très bon tout le temps, mais ouais, c'est ce que je dis. Mais d'ailleurs, c'est souvent, enfin, je trouve que les récits écrits par Tom King sont très bons et ceux par Tim Seeley sont pas ouf, quoi. Mais globalement, c'est une super bonne lecture. C'est une série que j'adore, que je conseille pas mal à la librairie, qui est très bon quand même, quoi. Que ce soit en termes de dessin ou en termes de scénario, je suis très convaincue. Ouais, c'est plutôt une très bonne lecture. Hein. Ouais. Moi, je suis assez d'accord aussi avec ça. Est-ce que vous avez regardé les sorties? On va passer du coup aux sorties du mois prochain. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui se passe le mois prochain et qu'est-ce qui vous, enfin ce mois-ci, j'ai envie de dire du coup le mois d'avril, qu'est-ce qui vous tente? Moi, je suis déjà en train de lire en fait ce qui me tentait ce mois-ci parce qu'il n'y a pas énormément de Batman encore. Non. Ouais. Il y en a que 2. Bah moi j'ai déjà lu, c'est Jour de colère. Ouais, je suis en train de le lire. Ah ouais, vous l'avez déjà fait. Putain, faut que je fasse. Ouais, je suis en train de le lire et bon, on en parlera le mois prochain. D'accord. Ouais. Voilà, Jour de colère. Hashtag teasing. Après, peut-être on peut. Ouais.
Ouais. Peut-être on peut évoquer la bande-annonce du Joker. Ah oui. Qui vient de sortir, ça fait de l'actu aussi, vu qu'on a peut-être pas tous lu, mais on a peut-être tous vu la bande-annonce du Joker, donc on peut peut-être chacun réagir sur. Exactement. Sur écoute, vas-y, Lloyd, lance-toi. T'en as pensé quoi? Comics d'Alan Moore, The Killing Joke. Ouais, carrément, une vraie inspiration Killing Joke, j'ai l'impression. Il y a une inspiration Killing Joke, donc ça m'a l'air très très bon, et je pense que c'est dans la bande-annonce on voit un petit garçon, et je pense que c'est Bruce Wayne. Donc ouais, alors ça se trouve, a priori c'est ça, le petit garçon ça. Qui tient par les joues à travers une grille. Ouais. A priori, ça serait Bruce Wayne. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté sur IMDb. Tu sais, sur le site internet, en tant que casting, il est présenté comme Bruce Wayne, cet acteur-là. Donc, a priori, ce serait ça. J'avais raté l'info à la base et c'est le commis des comics, je fais un bisou, qui me l'a fait remarquer. Ça laisse pas mal de bonnes choses. Et vous en avez pensé quoi alors? Allez-y les filles, je vous laisse la parole. Ouais. Moi, il m'a trop tenté. Enfin, j'étais très réticente à l'idée d'un film sur le Joker, mais la bande-annonce, rien que la bande-annonce, j'ai fait waouh quoi. Enfin, ça change de ce que la Warner va nous promettre comme film en ce moment, parce que notamment Alex et moi on a vu Shazam hier, c'est la déprime totale. Et là pour le coup le Joker ça va être de la qualité je pense. Enfin voilà. Ouais pareil, j'ai le jeu de Joaquin Phoenix, je pense qu'il va être génial. Bon, une bande annonce ça te dit pas tout, mais justement déjà rien. Attention au syndrome Suicide Squad, parce que on a déjà eu des bandes annonces qui nous ont hypé de fou et puis derrière on a été déçus, donc. Voilà. Et là, c'est pareil avec Shazam, parce que la bande annonce de Shazam est plutôt cool. Moi ça m'avait vraiment hypé, sachant que j'avais lu les comics et que c'est un bon personnage. Et en fait, la bande-annonce, c'est les meilleurs moments du film. Ouais. Donc c'est vraiment traite les bandes-annonces et j'évite de les regarder. Mais après, pour le coup, là, je suis tombée sur celle du Joker. Je crois que tu l'avais partagée, Anaïs, et j'ai craqué, j'ai regardé quand tu avais partagé sur Facebook. Et je sens que je vais pleurer. Je pense qu'il va être très très émouvant comme film. Ouais. Je pense. Après la différence avec après la différence avec avec ce film et ce qui moi me donne bon espoir, c'est que c'est un film plus d'auteur comparé à Shazam ou à Justice League et compagnie. Ouais. Je pense que justement les auteurs, que ce soit les réalisateurs ou les acteurs, etc., ont plus de liberté et du coup ça va sûrement se ressentir. Déjà, on a l'impression que ça se ressent déjà dans la bande-annonce et je pense que ça sera d'autant plus amplifié pendant le film. Donc moi j'ai bon espoir aussi. Elle m'a fait grande impression et je trouve que du coup, c'est vrai que d'un côté, le Joker de Joaquin Phoenix, il y a comme un petit air un petit peu de la façon dont il habite le personnage du Joker, comme il était habité par Heath Ledger d'une certaine manière. Non. Non, mais je trouve qu'il habite le personnage un peu comme Heath Ledger l'habitait lui, c'est-à-dire qu'il a l'air vraiment à fond dans son rôle. Je dis pas que c'est le même Joker, attention, pas du tout. Non, bien sûr, mais quand je disais, la façon que l'acteur a l'air de s'imprégner un peu du rôle et de son truc, quoi. Ouais, non. Quand je disais non, c'est juste que j'ai beaucoup suivi les actualités de qu'est-ce qu'on pensait de Joaquin Phoenix. Et à chaque fois, ça revenait, mais Heath Ledger, ça restera le meilleur. Enfin, tu vois, il y avait toujours Heath Ledger, et moi, je trouve qu'Heath Ledger, ok, il est bon. Oui, bien sûr. Mais ça, après, ça dépend ça, c'est l'éternel débat, et puis ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va dire, mais lui, c'est le meilleur, machin. Quand Heath Ledger est arrivé, on disait que Jack Nicholson, ça serait le meilleur des Jokers. Mais ça serait le seul Joker, et puis voilà, et puis ça. Non, et puis ça, c'est les commentateurs de bas étage, un peu, mais ça revenait quand même beaucoup et même quand, là, le dimanche, il y a eu un club de lecture au Comics Corner, et on en a parlé du Joker, etc. Et eux-mêmes revenaient sur Heath Ledger et je leur disais, Heath Ledger, jamais je renierai son rôle et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait du bien au Joker. Il faut laisser la main à d'autres. Et là, quand même, on a du lourd. Joaquin Phoenix, rien qu'à regarder sa filmographie, c'est rare qu'il a fait des mauvais choix et c'est rare qu'il s'est loupé dans ses rôles. Oui, non, mais c'est vrai que moi je suis plutôt confiant du coup pour répondre à la question de Lloyd. Je suis plutôt confiant à l'arrivée de ce film et j'espère que on sera pas déçus, mais
Mais ouais, carrément, moi j'ai bien aimé cette bande-annonce en tout cas, et j'ai hâte de découvrir le film donc début octobre. Mon Dieu que c'est loin. Ça va être de bonne qualité, quoi. Ouais, ben, je pense. Pour une fois qu'on nous propose un vrai film un petit peu d'auteur, enfin, pour une fois, c'est pas vrai, mais bon, ça faisait longtemps que la Warner nous avait pas proposé ce genre d'angle par rapport à un film super-héroïque ou en fait, depuis en tout cas dans l'univers de Batman, quoi. C'est Nolan, le dernier film de bonne qualité, c'est super-héros. Enfin, je vais pas dire film d'auteur, parce que c'est pas du film d'auteur, mais. C'est pas un film d'auteur, mais en tout cas, il y avait de bonne vision, qualité. Une vision originale. Une vision originale et surtout qu'on lui a laissé pas mal de possibilités, quoi. Parce qu'après, Batman vs Superman, pour moi aussi, il a ce côté, Zack Snyder avait quand même une vision particulière, que je trouvais très bonne. Malheureusement, il a pas eu les mains libres, donc, donc ouais, non, ça va être plutôt cool. Et du coup, on enchaîne sur le cinéma. C'est vrai que le cinéma, c'est en général le grand public, hein, comme on dit. Ça touche beaucoup plus de monde, donc vous voyez où je vais en venir. On va enchaîner hashtag transition sur notre petit débat du soir. Je sais pas si on peut dire débat ou discussion, en tout cas du soir, qui est comment parler de Batman au grand public. C'est vrai que c'est une question assez banale, assez vague, mais en même temps, je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Je sais pas ce que tu en penses, Lloyd, de ton côté. Est-ce que c'est une question qui t'inspire parler quand tu penses, quand on dit justement, quand on veut présenter Batman au grand public, on le présente comment d'après toi? Je pense qu'il faut revenir vers les fondamentaux de ce que le public connaît. Autour de Batman, je pense que on va dire l'objet phare de Batman, c'est le film en France, le film de Burton, qui dans les années 80, puisque c'est un film de 89, il y a eu, ça a été énorme en termes de communication. C'est vraiment un des plus grands blockbusters en termes de lancement. Et l'autre film qui a été aussi important et aussi culte en termes de lancement, ça a été Jurassic Park. Et d'ailleurs, on peut retrouver des similitudes. On retrouve des similitudes dans la communication. Il y a un logo qui est culte. Donc pour le Batman de Burton, c'était juste le logo de Batman. Jurassic Park, c'était juste le logo. Et du coup, il y avait des thématiques dans ces deux films qui ont vraiment marqué toute une génération de spectateurs et d'enfants. Oui, tout à fait. Du coup, c'est vrai que pour Batman, on a quand même une histoire un peu particulière, vu qu'on n'a pas du tout, enfin, en tout cas, à part la série des années 60 qui avait été vue par les enfants de l'époque en France, il a fallu attendre les années 70-80 pour avoir les premiers comics. Du coup, nous, on a une histoire un peu parcellaire de Batman, alors que les Anglo-Saxons, en tout cas les Américains, ont pu suivre l'aventure du super-héros depuis les années 40. Du coup, c'est vrai que je pense que le film de Burton, c'est déjà pas mal pour commencer, puisqu'on a des chances que beaucoup de gens l'aient vu. En tout cas, une certaine génération, je pense, de trentenaires ou de quarantenaires qui ont tous vu le film de Burton. Et puis depuis, Batman, c'est vrai que c'est quand même pas mal rentré dans la pop culture grâce à des nombreux films et aussi la trilogie de Nolan qui a quand même fait pas mal de bien à la, on va dire, à la popularisation au grand public de ce personnage. Ouais, c'est vrai. Mais après, justement, est-ce que c'est pas aussi un petit peu le thème du débat ce soir, au final, est-ce que le Batman pour le grand public, est-ce que c'est que les films Batman? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que en tout cas, je pense que Batman pour le grand public, c'est quand même les films, le dessin animé pour une génération, notre génération, qui a été biberonné par le dessin animé de France 3 des années 90. Je vois pas de quelle série tu parles. Alors, c'est la série animée. Là, je plaisante, bien sûr. Batman, la série animée. Donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est comme Urban Comics, finalement, est arrivé en 2010, ça fait quand même que depuis, entre guillemets, 9 ans, qui sortent les comics dans une vraie, en tout cas, dans des beaux formats, et qu'il y a un vrai travail de leur part de mettre en avant l'œuvre. C'est vrai que le travail d'Urban Comics a grandement aidé à la popularisation des comics Batman en France, ouais. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est énorme.
Et je pense que en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Batman est rentré dans la pop culture, c'est que tout le monde connaît ce personnage. En tout cas, tous les enfants, ils ont déjà entendu parler. Oui, et puis c'est un personnage que tu reconnais rien qu'à l'emblème. Je veux dire, tu vois le logo. Ouais. Voilà, tu vois le logo, tu sais que c'est Batman, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de doute possible. T'as même des gens qui, tu sais, c'est un petit peu comme maintenant des gens qui ont des t-shirts Pink Floyd, Rolling Stone ou AC/DC, mais qui n'écoutent pas du tout cette musique. Tout à fait. C'est devenu plus qu'un simple personnage, c'est devenu une marque, quoi. C'est ça. Et c'est pareil pour Batman avec le logo de Batman. Moi, ça m'est arrivé en convention ou même pendant des foires, par exemple la foire de Marseille, je présentais une conférence sur le thème de Batman et puis je voulais à un moment donné un petit peu interagir avec le public et puis je commençais à interagir avec une personne qui passait comme ça avec un t-shirt de Batman. Et avec le logo de Batman. Et du coup, je l'interpelle et en fait, la personne me dit non, mais en fait, je suis pas du tout fan de Batman, quoi. Je me suis pris un gros râteau, mais bon, c'était hyper drôle, mais bon, j'ai moins rigolé sur le coup. Mais voilà, c'est pour dire, il y a des gens qui adhèrent à l'idée, à la marque de Batman sans forcément connaître le personnage vraiment et être fan du personnage de Batman, quoi, et de l'univers, j'ai envie de dire, plus que le personnage. Limite, c'est devenu un visuel et pour certains, c'est devenu un visuel et c'est tout, quoi, en fait. Enfin, c'est c'est surtout qu'il est le représentant de DC. Et les gens pensent aux maisons mères qui sont des fois même les personnes qui forcément lisent pas les comics pensent qu'il y a que Marvel et DC. Il n'y a pas de maison d'édition indépendante, qu'il n'y a pas, comme ils connaissent peu, quoi, parce que c'est lié aussi à la culture cinématographique. Marvel. Mais il y a un moment donné, les personnes ne connaissaient même pas DC Marvel. Avant qu'il y ait les films Marvel, par exemple, je pense que personne ne connaissait. Enfin, quand on parle de grand public, pas forcément les lecteurs comics. Ouais, mais aujourd'hui, le grand public différencie très bien DC et Marvel. Ah non. Pour beaucoup, moi je vois dans mon entourage, pour beaucoup déjà, rien que Batman, ils se disent c'est Marvel ça. Bah, étant donné que Marvel est plus connu, limite Batman est le porte-étendard de Marvel, tu vois. Pour certains. Ah ouais, non mais moi j'en connais plein même des gens qui sont plutôt enfin je veux dire même à la bibliothèque j'ai une collègue elle-même elle se fout de sa gueule, enfin tu vois elle se moque d'elle-même en disant ah mince je me suis trompée, non je croyais que Batman c'était Marvel, enfin mais parce qu'elle regarde pas, enfin mais tu vois les gens s'ils regardent pas, s'ils connaissent que par symbole, bah pour eux, étant donné que les films Marvel sont plus connus et que Batman est le héros plus connu, bah pour eux Batman c'est Marvel. Enfin pour eux Marvel égale super-héros. DC est beaucoup moins connu dans la... Ah, j'ai pas trop entendu ça de mon côté. Ça doit être Rouen, ça. C'est typiquement rouennais, tu vois. Non, moi par contre, là, je sais que j'ai mon entourage qui a du mal à différencier les personnages de Marvel, si c'est DC ou pas. Ouais, voilà. Ou Flash, par exemple, ils savent pas, ou Arrow, ils savent pas. Mais Batman, c'est plutôt DC. Mais le truc de Batman, pourquoi il est aussi populaire et que des fois il y a des gens qui portent du Batman sans vraiment l'aimer, c'est que il a réussi à se différencier de Superman et de Wonder Woman parce qu'il est sur plusieurs supports. Du coup, il atteint tous les canaux de la population. Il a atteint les accros aux jeux vidéo avec la série Rocksteady. Il a atteint la population, on va dire, qui a une télé avec la série animée. Ensuite, il a atteint la population qui va au cinéma avec les films. Et après avec les comics. Donc il est partout. Ouais, après c'est vrai que Superman ou Wonder Woman, tu as aussi les comics, tu as aussi des séries télé, moins récemment pour Wonder Woman, mais voilà, par contre, t'as pas eu tous l'essor du jeu vidéo, par exemple, qui a marqué une grande génération. Je sais pas si Lloyd, toi, t'en fais partie, des fans de ces jeux Batman Arkham, mais je pense que ces jeux-là, ils ont quand même marqué aussi beaucoup de gens, ouais. Oui, c'est vrai que quand même en tout cas, il n'y avait pas de très bons jeux Marvel ou super-héros dans les jeux vidéo. Ça, c'était un fait. Les derniers très bons jeux ou les jeux un peu cultes, c'était du genre Spider-Man sur Mega Drive. Et en fait, quand les Arkham sont arrivés, c'est vrai que c'était une grosse révolution parce que tu avais un scénario qui était incroyable. En tout cas, moi, je suis un grand fan du premier.
à Arkham Asylum. Le Arkham City est très bien, même si la fin de Paul Dini, on ne spoilera pas, j'étais un peu dubitatif, mais je trouve que c'est un très grand épisode. Moi, c'est mon préféré. Hein, mais ce qui a été intéressant, c'est que par exemple pour la version française, les mecs ont repris les mêmes voix françaises que le dessin animé, sauf Exactement, Batman. Il y a vraiment eu un suivi en fait. Ça, c'est hyper intéressant quand même que le jeu vidéo, que les doubleurs en fait ont vraiment joué le jeu et ont fait des clins d'œil à cette génération-là. Mais non, les jeux vidéo aussi. En fait, je pense qu'il y a plein de liens pour commencer avec Batman. Il y a les films de Burton, les films de Nolan, il y a les jeux vidéo, il y a les comics. Donc c'est vraiment des entrées. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les deux super-héros les plus populaires, je pense mondial, c'est Batman et Spider-Man. Et les deux sont proches sur plein d'aspects, quoi. C'est ça qui est rigolo. Ouais, c'est vrai. Après, du coup, après, c'est vrai que pour nous, c'est difficile de se positionner par rapport au grand public, de voir comment le grand public envisage Batman ou comment le grand public voit Batman, parce que du coup, on est trop dedans. Je sais pas, voilà, je saurais pas vraiment différencier et dire ah bah oui, pour le grand public, Batman, c'est ça ou ça. Moi, on a tellement d'autres ancrages par rapport à ce personnage et d'attaches que du coup ça devient compliqué. Mais après on peut voir avec notre entourage aussi. Ouais, c'est ça, il faut voir avec l'entourage. Après l'entourage, moi j'ai dans ma famille ou dans mes proches, j'ai beaucoup de personnes qui sont fans de cinéma, donc forcément ils connaissent Batman à travers Burton, à travers Nolan, surtout Burton. Pour la plupart, ils ont connu Batman à travers Burton, quoi. Donc, et la série animée, forcément. La série animée de 92 qui a aussi... Donc c'est vrai, c'est vraiment les deux gros points d'entrée aujourd'hui du personnage de Batman, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est compliqué. Enfin, compliqué, non, mais tu peux pas vraiment parler de d'autres choses. C'est-à-dire que si tu parles à quelqu'un qui connaît pas le personnage de Batman, si tu parles d'autre chose que les films de Nolan, de Tim Burton et allez peut-être les films de Snyder, mais c'est pas sûr, et de la série animée, enfin je veux dire, tu peux pas. Il est largué. Ils connaissent pas du tout, quoi. Et c'est vrai que les comics en France c'est pas très répandu. Non. Comme disait Lloyd, dans les pays anglo-saxons, c'est un peu plus répandu, donc je pense que les gens connaissent beaucoup plus ça que nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'industrie des comics, j'ai fait un billet aujourd'hui sur le changement des kiosques chez Urban Comics. Hein. Ça va avec, c'est-à-dire que les gens sont pas non plus. En France, on n'a pas cette culture-là, en tout cas, de mon point de vue. Ah bah non, pas du tout. On est un grand pays de la BD. De la BD classique, la BD européenne, quoi. Franco-belge, quoi, mais européenne. Et pas du comics, donc c'est vrai que... Mais c'est marrant parce que c'est n'importe... Enfin, quand le comics, c'est de la BD. Ah bah oui, non, mais c'est la BD américaine. Mais non, c'est la BD américaine, voilà. Mais ça reste de la BD. Moi, je sais que j'avais parlé avec un dessinateur qui avait notamment dessiné Spider-Man noir. Et il s'était un peu moqué de moi, et à juste titre, hein, parce que je présentais ma fonction, je suis community manager spécialisé BD et comics. Il m'a dit en gros BD quoi. Oui, bah oui. Et je dis ouais. Il me dit pourquoi tu précises? Bah je lui dis parce qu'en France, je suis obligée de préciser parce que t'as et la BD et t'as le comics, le format français qui maintenant, alors la BD française, elle évolue énormément avec les romans graphiques et tout. On n'est plus forcément dans les grands formats, ça évolue, mais t'as le français et l'américain. Et les Français ont du mal à suivre. Je pense que ceux vraiment qui achètent les kiosques et tout, bah c'est les gros collectionneurs ou comme les fans hardcore, les fans hardcore ou bon, moi je me considère pas comme fan hardcore, mais bon, j'aime bien suivre quand même tout ce qui sort sur Batman à peu près et c'est moins les autres, et puis le problème c'est que c'est un coût aussi, et c'est très cher. Ah bah oui. Les kiosques maintenant qui augmentent, mais la BD aussi, hein, c'est cher.
Une BD franco-belge de 77 pages à 15 €. Les BD comme les comics, enfin justement, la BD en général, c'est super cher. Mais bon, non, en France, on n'a pas, il y a à la fois en France, on n'a pas cette culture de comics, et en même temps, c'est caractéristique, enfin, des gens en général, c'est-à-dire on voit film, mais on cherche pas plus loin. Après, j'ai l'impression que ça a évolué un tout petit peu quand même. Ça évolue un peu, ouais. Parce que j'avais eu des retours quand j'étais au salon du livre ou quand j'étais au Comics Corner j'entendais les gens qui disaient bon en fait là j'ai vu ça, j'aimerais bien lire, ça m'a intéressé et notamment Captain Marvel. Il y a eu cet engouement et j'ai vu les ventes de Captain Marvel, des comics qui avaient bien explosé et je pense que c'était pas forcément des gens qui lisaient des comics. D'accord. Donc les films aussi apportent une certaine curiosité si les gens sont prêts à tester et sont bien conseillés par des libraires. Ça peut l'économie du comics peut aussi monter suivant ça. Oui, mais c'est ce qui se passe aussi un petit peu grâce aux films Marvel. Mine de rien, parce que les films d'ici sont peut-être un petit peu en retrait, mais grâce aux films Marvel, il y a quand même je pense qu'il y a une bonne partie de personnes qui sont fans à travers les films et qui vont découvrir petit à petit les comics. D'ailleurs, ça nous arrive fréquemment quand on est en convention ou dans des festivals, etc., d'avoir des personnes qui nous disent, bon, je suis fan de Batman, il y a les jeux vidéo, la série animée, les films, comme on disait, hein, quand on parle du grand public, c'est souvent ça. Mais j'ai jamais lu de comics, qu'est-ce que vous me conseillez, quoi? Nous, ça nous arrive souvent. Justement, c'est intéressant, on pourrait un peu parler de ça, qu'est-ce qu'on conseille pour un novice en comics? Ça, on en parle pas mal. Je pense que toujours ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de Lloyd, chérie, justement, sur parce que nous on dit toujours la même chose, mais Lloyd aura peut-être un regard différent sur cette question. Pour commencer Batman, moi, en tout cas, ce que j'offrirais, ce serait le... Grant Morrison. Non, je présente. Non, il y en a deux que j'aime. Il y en a trois que je trouve vraiment, vraiment bien à offrir. Le top 3 par le chéri, alors. Tu as le année 1. Ouais, bah oui. Je trouve assez universel et indispensable. Assez parfait, dans tous les aspects. Il y a The Killing Joke. Qui est vraiment incroyable. Et puis le dernier que je mettrais, c'est un long Halloween, moi que je trouve extraordinaire. Je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Que je trouve vraiment 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 fort. Après dans les récents, je trouve que The White Knight c'est très 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 bien. Ouais, mais tu vois justement White Knight c'est excellent. Moi je suis tombé des nues quand j'ai découvert, j'arrivais plus à m'arrêter et du coup j'ai tout lu d'une traite. Mais je trouve ça extraordinaire. Hein. On est d'accord, hein, Batman White Knight pour moi c'est un gros coup de cœur cette année. Mais par contre j'ai l'impression que si je connaissais pas l'univers de Batman comme je le connais, en fait j'ai l'impression que l'impact de White Knight est plus fort en fonction de l'attache que tu as par rapport à l'univers de Batman. Oui, tu vois ce que je veux dire? Comme il déconstruit l'univers pour le reconstruire à sa façon, si tu n'as pas acquis les bases entre guillemets de l'univers, tu peux pas te rendre compte du travail qui est fait par l'auteur sur la déconstruction de l'univers de Batman, quoi. Et puis surtout, il y a énormément de références dans ce comics. Et il y a beaucoup d'hommages à certains comics. Notamment même au film, hein, à la série animée, au film de Burton avec l'identité de Jack Napier. Et pour le coup, quand t'es fan, ça te fait quelque chose. Du coup, la sensation est doublée. Et par contre, c'est moi aussi, je suis comme toi, Nico. C'est un vrai coup de cœur 2018. Oui, c'est ça. Mais par contre, ça, je conseillerais pas vraiment un novice. En tout cas, je lui ferais lire la grosse base qui est un long Halloween, Silence, je pense que peut-être le Run. Je pense que quand t'as lu la base, genre les 5 meilleurs comics, ouais, malgré tout, tu l'apprécierais pas autant que quelqu'un qui connaît toutes les références, mais tu peux l'apprécier, hein. Ouais, oui, non, mais je dis pas qu'il est pas appréciable parce que bien sûr qu'il est excellent et qu'on l'apprécierait, mais j'ai l'impression que le plaisir est décuplé, quoi, si tu... Bah ouais, je pense que si t'es vraiment... En fait, c'est un Batman qui est assez malin, je trouve, parce que t'as pas besoin de connaître tout de Batman sur le...
si tu connais la figure du Joker, c'est suffisant pour apprécier l'histoire. Grâce à ces grandes thématiques, notamment sur la justice, notamment sur le personnage et autres. Après, c'est ça qui est bien, c'est là où on voit un bon Batman. Un bon Batman, c'est finalement un Batman qui parle aux fans et qui parle à un public, lambda, qui connaît pas forcément. C'est vrai que The Dark Knight Returns, ça fait partie des chefs-d'œuvre, ça fait partie des grands chefs-d'œuvre. Et pourtant, je le trouve toujours pas si accessible que ça. Peut-être à cause du dessin ou peut-être à cause de même la fin. La narration est hyper décousue, c'est assez génial d'ailleurs. Mais c'est un Batman exigeant quand même de Dark Knight Returns. Oui, et puis il y a une dimension aussi historique. Et puis oui, comme tu dis, il y a quand même le dessin, parce que quoi qu'on en pense, le dessin de Miller c'est quand même très particulier. C'est spécial, hein. Et on adhère ou on n'adhère pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de dessins très modernes avec Greg Capullo, avec Michael Ranin, etc., qui nous présentent des Batman et des dessins très modernes. Et quand les nouveaux lecteurs qui ont découvert Batman, alors il y a aussi le run de Scott Snyder qui peut être pas mal pour découvrir aussi, mais quand t'as lu ça et que tu passes derrière, t'as lu que ça, par exemple, et que tu passes derrière sur Dark Knight Returns. Niveau dessin, ça peut un peu bloquer, quoi. Ça déstabilise, ouais. Moi, c'est l'effet que ça m'avait fait au début. Alors, comme j'avais adoré le scénario, bon, bah, ça allait. Mais, j'avais lu que, année 1, quand j'ai commencé Batman. J'avais lu que année 1, et puis, je crois, Silence. Et ensuite, j'ai lu Dark Knight Returns. Putain, je me suis dit, waouh. C'est quoi ce dessin, quoi? Ouais, suite après Silence et Jim Lee, tu m'étonnes. Ouais, voilà, ça, le contraste est énorme. Là, pour le coup, c'est l'opposé, quoi. Moi, je l'ai lu en retard, hein. Je l'ai lu juste après Miller. Ouais. J'avais lu plein de trucs et je pense que ça m'a fait du bien. Je l'aurais lu au tout début, ça m'aurait... Parce que j'accroche pas trop au dessin non plus, hein. Bah non. Bah... Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que j'en avais parlé dans la conférence, ça veut dire que quand sort ce Batman-là, The Dark Knight Returns, il sort avec deux autres chefs-d'œuvre de la bande dessinée qui sont Mouse et qui sont The Watchmen. Et les trois réunis, ça forme quand même trois chefs-d'œuvre. C'est ça. Exactement, ouais. Il se passe quelque chose et où même les trois dessins sont quand même, c'est trois dessins très très différents, quoi. Ah oui, diamétralement opposés, même si dans la construction des trucs, ils sont très proches parce qu'ils sont sortis à la même époque et qu'ils ont révolutionné à eux trois l'univers des comics. Ils traitent de politique tous les trois. Voilà, ils parlent de politique, etc. Il y a une vraie dimension. J'ai l'impression où en fait à ce moment-là, on parle du grand public, hein, d'ailleurs c'est le débat du soir, mais j'ai l'impression que justement il y a plus de monde qui se sont rendus compte que en fait les comics, c'est pas forcément que pour les enfants, quoi. Tu vois? Ouais. Tout à fait. Et puis ça a permis de faire connaître un peu le grand public aussi, parce que, à l'époque la BD justement était pas très lue. Et là, ça a permis vraiment de populariser, les trois, et d'institutionnaliser un peu. Parce que moi, par exemple, Mouse, moi, je le vois comme la BD institutionnelle par excellence, étant donné que c'est la BD officielle qu'on prend pour étudier le nazisme. Voilà, c'est limite de l'institutionnalisation de la BD, quoi. Ouais, ça a une telle dimension, voilà, comme on disait, hein, ça a eu un tel impact. Donc, parce que c'est ça aussi qui dessert un petit peu le comics, c'est cette image de l'extérieur de dire les bandes dessinées c'est pour les enfants, etc. Et je sais pas vous, mais on entend souvent autour de nous, j'ai l'impression. Ouais, encore aujourd'hui, un peu moins aujourd'hui, mais toujours encore un petit peu, quoi. Ouais. Bah en parlant de BD... pense que Vas-y. Ouais, non, je pense que plus que c'est pour les enfants, maintenant je pense que c'est un peu passé parce que c'est plus les adultes qui lisent. Moi, c'est plutôt l'aspect ah ouais, non mais tu lis des comics, t'es complètement dans ton monde, quoi. Genre tu sais, quand tu commences à parler de comics, en gros t'es une geek. Mais le geek un peu cheveux sales. Non, mais un peu péjoratif, du style
Ouais, il y avait un Donc, peu tu vois ça ce à que une je veux époque dire? avec les jeux vidéo aussi. Tu te Ouais. rappelles, c'était un peu cette image aussi de dire ah lui c'est un gros geek qui passe sa vie sur les ordinateurs à jouer aux jeux quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a Cette une image, image-là, il y a ça, mais il y a aussi une image. Enfin, moi, je suis dans un milieu un peu, enfin voilà, très culturel, très élitiste, et le fait de dire que, enfin voilà, d'être passionné de Batman et de super-héros. Alors c'est marrant parce qu'au début, en fait, les gens pensent que, enfin, ils se disent, enfin après, ils savent très bien justement que j'aime pas que ça, hein, mais justement déjà, ils sont étonnés par l'écart, soi-disant l'écart de niveau en fait. Pour eux, c'est un peu de la merde, tu vois. Donc, je suis très bien capable de lire du Flaubert. D'ailleurs, c'est un de mes écrivains préférés. Que Batman. Donc, pour eux, ça leur paraît totalement irrationnel. Et puis après, en fait, par exemple, j'ai fait découvrir à plusieurs personnes, dont une agrégée, une amie qui est agrégée, prof de lettres, enfin, tu vois, et qui justement, elle, a tout le temps été baignée dans la littérature classique. Et par curiosité, comme j'arrêtais pas de lui parler de Batman, elle a lu et elle a adoré quoi. Elle m'a dit bah bon, j'ai même fait tu l'as étudier, fait lire quoi alors? j'ai même fait étudier à mes élèves. Bah elle a lu Année 1, ensuite Un nom Halloween et Amère Victoire. Pour l'instant elle en est là et elle a trop aimé. Elle a dit mais je ne pensais pas que c'était comme ça en fait. Enfin tu vois les gens ils pensent Oui, Batman. il y a voilà, Il comme y a on ce dit, il y travail a là toujours aussi à des faire. préjugés qui ouais. Ouais, il y a ce travail là aussi à faire auprès du grand public quoi. C'est un travail de montrer ce qu'est vraiment le comics de super-héros, que c'est pas que de la bastonnade. Et en fait, moi, je suis bien passée pour en parler, puisqu'en fait, avant de découvrir Batman, je considérais aussi ça comme ça. Enfin, je le dis franchement, hein, pour moi, c'était aussi de la merde. Je le dis, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que j'en parle vraiment. J'en parle en connaissance de cause. Parce que pareil, j'ai été baignée dans la littérature très classique, en même temps geek hein, aussi, parce que moi je suis fan d'autre chose que la culture populaire, mais pour moi le super-héros c'était vraiment nul quoi. C'était, enfin même je considérais ça un peu avec mépris. Et, Et finir rédactrice sur Batman et ouais Legends, c'est ouais fort non quand mais même. comme quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a un gros travail dessus à faire en fait. C'est sur sur cet aspect-là. Et en fait, quand les gens découvrent, eh ben ils sont étonnés parce que moi, beaucoup de gens de mon entourage, à force que je leur parle de Batman et tout, ils se renseignent un peu et en fait, ils découvrent que ben non, c'est beau, ça dépasse les super-héros en collant et qui veulent sauver le monde et qui sont complètement ridicules en fait. Donc, Mais c'est un peu tous les thèmes, c'est comme ça. L'important, c'est d'avoir la curiosité, parce que bah finalement, c'est tous les thèmes. Moi, quand j'ai un peu emmené des copines autour du féminisme, elles pensaient que le féminisme c'était que les meufs avec à poil là, comment elles s'appellent déjà? Les fémènes. Les fémènes, ouais, voilà, pour savoir comment je les aime, et que c'était que ça et tout. Alors quand je leur ai fait lire plein de choses super intéressantes, que ce soit en littérature ou que ce soit en BD aussi, parce qu'il y a énormément d'ouvrages BD sur le féminisme qui sont vraiment cool. Mais en fait, c'est pas que ça. En fait, c'est tout simplement c'est s'ouvrir et être curieux de choses. Et finalement, notre esprit est capable d'aimer des choses très diverses. Moi, quand j'ai des amis qui sont un peu choqués parce que j'ai un côté de ma bibliothèque comics et puis j'ai un autre côté où je suis fan de Jane Austen, les littératures anglaises. Ouais, mais voilà, pourquoi? tu vois, c'est ça. Pour eux, c'est inconciliable. Ouais. Pourquoi quoi? Je peux pas t'expliquer. Ouais, pour beaucoup, c'est inconciliable, quoi. Les gens, ils connaissent pas, en fait. Voilà, c'est des préjugés sur les personnages super-héroïques, sur tout cet univers-là. Et puis après, comme on dit, voilà, Batman, il est popularisé, enfin, en gros, par les films et les jeux vidéo, donc du coup, c'est assez restreint aussi, tu vois. Il y a pas de la même dimension, ne serait-ce que politique ou émotionnelle dans les films que tu peux retrouver dans certaines histoires de Batman en comics. Après, ça fait un peu élitiste de dire ah mais Batman, en gros, tu lis pas de comics Batman, t'es pas un vrai fan de Batman. Moi, je suis pas d'accord. Bah non, ouais. Voilà, mais c'est vrai que si tu aimes le personnage de Batman, c'est dommage de te priver de ce que peut t'apporter les histoires que tu peux découvrir en comics, quoi. Bah, je pense que tu loupes quand même pas mal de choses, ouais, que ce soit dans l'univers global ou surtout dans sa psychologie. Ouais, c'est ça. Je pense que tu loupes des pans, mais que pour moi, tu peux être très fan juste en ayant en ayant vu la série animée et les films, parce que la série animée,
C'est du Batman en toute sa puissance, quoi. Oui, bien sûr. Mais les comics t'apportent un truc. Je pense que quand tu lis des comics et t'as vu tout le reste, bah c'est là où tu es un peu comme nous, quoi, expert là-dessus. Quand t'as franchi les comics, là, tu peux parler de Batman pendant une journée. Et justement, un autre point aussi important, moi je pense, qui peut faire connaître Batman au grand public, c'est pour ça que Lloyd est bien placé là pour en parler, c'est que les revues populaires comme Le Point, comme oui, c'est vrai, le Cinéma Fantastique, où on a vu qu'ils avaient sorti un hors-série. L'écran fantastique. Oui, l'écran fantastique, pardon. Ça c'est un bon moyen aussi de parler de Batman. Louis de Gassial aussi qui a fait sa couverture avec Batman, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. Et du coup, Lloyd. De toute façon, il y a une transition générationnelle qui est en train d'arriver dans les médias. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai bientôt 30 ans. Il y a de plus en plus de jeunes journalistes qui ont mon âge, et du coup, pour nous, Batman, ça c'est de la culture, c'est de la pop culture. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que les médias généralistes peuvent encore entre guillemets expliquer et décrypter pourquoi ça fonctionne, pourquoi c'est bien et qu'est-ce qu'il faut lire. Mais je pense que dans quelques années, ce sera, en tout cas, des personnages comme Batman seront vraiment connus au plus global et seront beaucoup plus étudiés qu'avant. Mais tu veux dire que si on parle pas assez encore aujourd'hui des personnages comme Batman, c'est à cause des vieux croutons dans les rédactions. Il y a eu un vrai changement, on va dire. C'est-à-dire que quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la pop culture, ce qu'on appelle la pop culture, ça prend une sacrée ampleur depuis les années 2000, 2010. Ouais, c'est vrai. Grâce à la recrudescence, notamment des films Marvel. Ouais, on y revient toujours. Et qui a vraiment relancé. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on oublie. Hein, avant Marvel, il y a eu Batman. Hein, c'est Batman qui a lancé la mode des super-héros grâce à Burton. Donc voilà, à jamais le premier, comme référence aux fans de Marseille. Tu dis ça parce que j'habite près de Marseille, c'est ça? Voilà, c'est ça. mais du coup, non, le vrai. En fait, ce qui est intéressant dans Batman, c'est qu'il y a des vraies thématiques qui sont hyper actuelles. On est proche de la philosophie, notamment sur la notion de justice. Et le héros est vraiment génial, avec de très très bons méchants et de personnages secondaires. Donc ça c'est super, c'est ce qui a été créé. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a eu tellement depuis les années 90, il y a eu une telle explosion de comics, de séries Batman, que quand même il y a un peu à boire et à manger. Il y a des choses géniales et on arrive à le retrouver. Exactement. Il y a des choses quand même. Voilà, moi j'ai un peu étudié les Batman des années 40 jusqu'à maintenant. Tout n'est pas extraordinaire, il y a des trucs très bien qui sortent du lot, mais il faut quand même faire le tri. 80 ans, sur les 80 ans de Batman, on dit qu'il y a 8 albums qu'il faut lire absolument, donc c'est pas non plus énorme si on regarde au niveau de temporalité et au niveau de tout ce qui a été produit. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout, comme tu dis, c'est une industrie, donc il faut que ça vende et que ça fasse de l'argent. Et de plus en plus aujourd'hui dans notre société actuelle, c'est une société moderne, et du coup c'est vrai que tu te retrouves avec beaucoup de séries, beaucoup d'histoires, et puis à un moment donné, il y a des choses qui tournent un peu en rond. Donc t'as des auteurs qui arrivent à se sortir de ça et à nous proposer des choses très intéressantes, mais t'as des fois des trucs qui sont comment dire, un peu trop poussé à dire il faut à tout prix qu'on sorte un truc, et c'est plus la quantité que sur la qualité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Par moment, et ça se ressent, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que il faut quand même attendre, en tout cas en France, il a fallu attendre 2019 avec la magnifique expo d'Angoulême à Batman. Enfin, ça a été quand même vraiment un marqueur cette année Batman. Ouais. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ça y est, il y a quand même quand il y a eu Angoulême, tous les médias ont parlé de Batman, Ouais. soit en radio, en télé, en presse papier. Donc ça veut bien dire que le personnage a quand même pris une dimension qui est symbolique et une vraie dimension populaire. Ouais, exactement. Ouais.
Et pour boucler un peu la boucle, moi j'avais envie de rebondir sur une idée, c'est qu'on parlait justement de la présentation de Batman et par rapport au grand public. Et en fait, inversement, le grand public a aussi, je trouve, une influence sur Batman, dans le sens où, ben, du coup, le grand public, on disait tout à l'heure, ils connaissent beaucoup Batman par le cinéma, la télé, etc. Et dans l'autre sens aussi, j'ai l'impression que parfois, ben, le fait que le personnage de Batman soit populaire, et notamment dans les cinémas, ça nous conduit également à avoir des choses un peu adaptées au grand public qui ne connaissent pas plus en détail le personnage de Batman. Tu vois où je veux en venir? Après, faut être honnête, hein, le problème moi je trouve en tout cas, hein, les derniers films Batman, d'un point de vue qualitatif, il faut être honnête, c'est-à-dire que c'est quand même vraiment vraiment moins bon. Et moi, je continue à penser qu'un mauvais film peut quand même faire pas mal de mal à l'ensemble d'une franchise. Ah oui, ça c'est vrai. On le voit en ce moment. Oui, bah oui. Tu vois, là, DC quand même, ils ont. Alors, à part Aquaman qui a vraiment bien fonctionné, mais c'est vrai que, enfin, moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais les derniers Batman, le versus Superman, le Wonder Woman, même Aquaman, en termes de fond et de qualité, on est quand même loin des films de Burton ou du Dark Knight de Nolan. Enfin, moi, oui, c'est pas la même chose, ouais. Non, c'est clair. Ouais, c'est pas la même chose. Après, moi, je suis assez fan de Batman vs Superman dans la vision globale de l'auteur. J'aime beaucoup ce côté avec ce Batman aigri, très inspiré de Dark Knight Returns de Miller, etc. Malheureusement, je suis d'accord si on prend la qualité finale du produit final, on va dire. Malheureusement, le film, bon, il devrait durer 5 heures, je pense. Il a été coupé pour rentrer dans les standards, et du coup, ça se voit. Voilà, ça se voit forcément. Voilà, ça se voit forcément. D'ailleurs, la version longue qui rajoute une demi-heure, qui dure 3 heures, est déjà un peu mieux. Ouais. Donc oui, c'est vrai que on arrive après du coup ça revient avec ma problématique de base, c'est-à-dire que du coup comme on a un auteur quand même qui est fan de comics, Zack Snyder, qui propose quelque chose qui est un peu couillu, hein, permettez l'expression, et du coup on a les studios derrière qui font machine arrière en disant non, stop, danger, là on va pas toucher tout le grand public. Les gens vont pas comprendre ou machin, et du coup il faut faire machine arrière, il faut faire quelque chose de très simplé. Ce qu'on avait peut-être pas forcément dans les années 80 avec Tim Burton, ce qu'on a peut-être un peu moins eu dans les années 2000 avec The Dark Knight de Nolan, et que du coup on ressent beaucoup plus aujourd'hui. Et d'ailleurs on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi j'ai beaucoup d'espoir dans le film du Joker, parce que j'ai l'impression que pour une fois, enfin pas pour une fois, mais du coup on revient un petit peu sur cet esprit de liberté donné aux auteurs, et sur la qualité finale du film, quoi. En fait, quand on regarde, quand on examine bien les choses, c'est quand on fait un film de super-héros, bah c'est moins bien. Quand on fait un film, c'est mieux. Enfin, c'est l'essence même aussi du film de super-héros, faut se l'avouer, c'est pas un film de super-héros, c'est à la définition de son nom, c'est-à-dire c'est un film de super-héros, quoi. Ça veut c'est obligé de répondre à un code, en fait. Bah oui, c'est ça, c'est obligé de répondre à un code, c'est obligé d'être grand public. Voilà, Batman de Nolan n'a pas voulu faire un film de super-héros. Tout comme le Joker, ça va pas être un film de super-héros, ne serait-ce que parce que c'est pas un super-héros déjà. Et voilà, c'est tout. Burton, lui, c'est pas un cinéaste de super-héros, il aime pas les super-héros. Donc, en fait, il faut pas des fans de super-héros pour faire un bon film de Batman, tout simplement. Parce que quand on va voir un film de super-héros, on veut voir un Marvel, on veut voir un truc voilà, qui défonce, qui détend, et qui est pas, on cherche pas la haute réflexion non plus. Enfin, moi je considère ça comme ça, c'est peut-être une mauvaise vision, hein, c'est peut-être un mauvais truc. Mais regarde, à contrario, t'as des films comme Watchmen de Snyder, encore une fois,
qui est un film de super-héros, mais qui est un très bon film de super-héros. Ouais, mais qui adapte un livre précis. Non, tu ouais, vois bah oui, c'est ouais, ça. qui est un film hautement, qui est un film qui est un comics, pardon, intellectuel. Donc c'est sûr qu'ils vont pas faire un film pas. C'est pas un comics mainstream voilà. comme Batman ou Superman, voilà. donc c'était. Tandis que Batman et Superman, c'est des super-héros tout court. Donc si tu veux faire du bon film, bah, tu peux. Mais si tu veux faire du film classique, bah tu peux largement, et c'est ce qui se fait en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas énormément critiqué Shazam, parce que en soi, c'est un film de super-héros. En soi, il y a tout le code. Le héros qui a pas choisi et qui se retrouve avec des responsabilités. À la fin, ça finit super bien et les oiseaux chantent. Enfin, il y a pas à être surpris. En soi, Shazam est un très bon film de super-héros. Voilà. Mais c'est juste qu'il nous convient pas à nous, parce que nous, on veut plus. Ouais. Mais non, on veut que ça soit dark. Ouais. Non, bah. Là, c'est même pas que c'est pas dark, c'est que c'est pour des gamins de 10 à 15 ans maximum, quoi. C'est ça, en fait. Très prévisible. Lloyd, tu as vu le film, toi, Shazam? Non, pas encore. J'ai lu les comics. J'ai lu les comics que Urban m'a envoyé, donc c'était intéressant parce que je connaissais pas du tout le personnage et le principe est sympa. J'ai vu qu'il y avait moi, en fait, pour être honnête, je vais plus trop voir les films de super-héros. J'ai été un peu calmé par les Marvel où à part Black Panther, je suis allé voir par militantisme entre guillemets. C'est vrai que je trouve les films Marvel m'ont un peu vacciné parce qu'il y a la même écriture, on a l'impression de voir le même scénario. Chaque film Marvel, c'est les mêmes moules. On sent voilà le même moule narratif. Donc c'est vrai que là il y a pas très longtemps j'ai revu les Avengers pour j'irai peut-être voir le 4e au cinéma et c'est vrai que t'es pas très concerné quoi. Tu te sens, enfin c'est agréable à regarder, tu t'ennuies pas, tu vois, c'est beau, il y a plein de trucs, mais t'es pas concerné. En tant que spectateur, tu te dis ouais bah ils vont y arriver quoi. Et c'est vrai que la bande-annonce du Joker, moi, me donne envie parce que déjà tu te sens un peu plus concerné, tu te sens un peu plus touché. Et j'espère qu'on va être un peu plus voilà, moi ce que j'avais aimé dans The Dark Knight, ce que j'avais adoré, c'est que enfin moi je me rappelle en salle la première vision du film, c'est que tu flippes, c'est que tu sais pas comment ça va partir, c'est que quand il y a le jeu avec les deux bateaux, tu sais pas s'ils vont s'exploser les deux. Enfin, il y a plein de moments où quand même t'es tellement pris par la narration et par le film et par la perversion du Joker que tu vois tu vibres en fait. Ouais, carrément. Et c'est ça que j'aimerais bien retrouver dans les films de super-héros et notamment je pense que Batman a un gros potentiel par sa noirceur, par son genre, de vraiment arriver à faire vibrer le spectateur. Après, quand je vois la qualité du dessin animé Spider-Man Into the Spider-Verse, je me dis que vraiment il peut y avoir de très belles choses qui peuvent être faites si c'est des fans qui le font et si c'est pas que des marketeurs qui checkent toutes les lignes de dialogue ou chaque page du scénario pour voir si ça rentre bien dans les clous quoi. Ouais, bah ouais, carrément. C'est vrai que comme tu dis, voilà, les marketeurs, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, ces personnes-là qui viennent valider les projets entre guillemets et qui sont des têtes pensantes, malheureusement, on réfléchit qu'en chiffres dans cette industrie-là aujourd'hui, et du coup, la première chose que tu regardes quand un film est sorti, au final, on regarde même plus la qualité du film en lui-même, mais on regarde le nombre d'entrées, comment dire, l'argent qui est rentré dans le premier week-end de sortie, etc. Donc malheureusement, bon, on en arrive sur cette dérive-là où l'argent a pris plus de pouvoir que sur la qualité du scénario, et donc c'est un peu dommage parce qu'on se retrouve avec des trucs qui nous présentent des films, comme tu dis, toujours pareil. Toujours la même chose, le même moule, fait pas. On change un petit peu les personnages, mais voilà quoi. Après on n'a rien de nouveau quoi. Parce qu'il faut que ça plaise au plus grand public. C'est ça. Bah de toute façon, c'est ce qui. C'est pour ça aussi, je pense que les séries sont en train d'attraper aussi le cinéma dans le côté grand public. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir Game of Thrones qui va arriver la semaine prochaine. Et du coup, il y a un vrai engouement populaire et ça m'étonne pas que les séries ont réussi d'un point de vue populaire à toucher parce on se renouvelle, même si le format sériel, c'est un épisode que tu vas retrouver pendant 12 épisodes. Enfin, il y a toujours la même dynamique, la même écriture et compagnie. Le problème des gros blockbusters, c'est que moi, depuis Mad Max Fury Road,
où j'ai trouvé ça assez incroyable d'un point de vue formel, et c'était assez extraordinaire. C'est vrai que on n'est plus trop surpris. Ça fait moins longtemps que j'ai pas été vraiment bouleversé par un blockbuster. J'ai bien aimé le Star Wars épisode 8 parce que je trouvais la fin assez belle. Mais sinon, ça fait longtemps que je me suis pas dit waouh, je vibre quoi. Ouais, moi la dernière fois, je crois que c'était Interstellar, hein, honnêtement. Ouais, voilà. Donc ça, je le mets limite dans un film indépendant, même si c'est un blockbuster. Ouais. Bah, c'est la particularité de Nolan, il fait des films, il fait des blockbusters, mais du genre indépendant. Enfin, pour tous, du blockbuster pour tous. Ouais, c'est ça, de l'indépendant pour tous. De l'indépendant pour tous. C'est pas indépendant dans le sens où c'est pas indépendant. Ouais, non, mais on voit ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que c'est une vraie vision artistique, quoi. De la qualité, quoi. La qualité pour tous. C'est ça, la qualité pour tous. Ouais. On dirait ça fait élitiste quand on dit ça, mais... Bah non. C'est pas élitiste. Ouais, ça fait un peu élitiste du cinéma, de dire, tel film, c'est nul, c'est pour les pauvres, et puis nous, on regarde des films d'auteurs. Non, tout, justement, la qualité pour tous, ça veut dire que, justement, les gens, tout le monde, peuvent voir un film de qualité dès lors que c'est comme moi j'arrête pas de dire je regarde beaucoup Arte et à chaque fois mes parents des fois ils me disent ah oui mais mes parents ou d'autres disent bah oui mais il y a rien qui nous ou alors ils sont surpris de voir des trucs qui les intéressent sur Arte, tu vois. Et je dis mais en fait il y a plein de trucs qui peuvent vous intéresser, c'est juste que vous avez peur, en fait ils connaissent pas. Ils savent pas qu'il peut y avoir des trucs intéressants sur Arte. Bah, c'est la même chose pour les films de qualité. Les films de qualité, ça peut plaire à tout le monde, en fait. C'est juste que les gens, ça les rebute tout de suite parce qu'ils pensent que ça va être un truc rébarbatif. En fait, c'est juste ça. Or, la qualité peut être visible par tous, que ce soit du Nolan ou autre chose. C'est juste que Nolan est abordable dans le sens où où on fait beaucoup de pubs. C'est juste ça. C'est ça. C'est juste ça. Sinon il se distingue pas des autres trucs de qualité. C'est juste qu'on lui fait de la pub. C'est un hasard. Enfin, je sais pas comment ça a été fait, mais voilà, il a eu de la chance qu'on lui fasse de la qualité, de la pub, et du coup cette qualité est accessible à tous. En fait, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Pour moi, la qualité, toute qualité est accessible à tous. C'est juste qu'il faut en faire la pub. C'est comme ça qu'on fait connaître la qualité aux gens, c'est pas par autre chose, c'est pas en se mettant à leur niveau, entre guillemets, il n'y a pas de niveau à avoir, enfin voilà. C'est comme Arte, quoi. Arte, les gens, ils pensent que ça va être ennuyeux et rébarbatif, et finalement, quand tu les mets devant Arte et sous le nez, ils sont surpris. Ah bah en fait, c'est bien. Bah oui, enfin, voilà. mais de toute façon, je pense que après, de toute façon, vous qui animez un podcast Batman, vous êtes fan. Donc, ce qui est intéressant, qu'on est fan de quelque chose, et ça, c'est le public de la pop culture, c'est qu'on est quand même, on a besoin de se nourrir de films, de mangas, de comics, perpétuellement. Et ça, ce qui est intéressant, c'est quand on aime un genre, on va développer un esprit de recherche pour pouvoir se nourrir et développer un œil critique. Je pense que il faut pas oublier qu'il y a quand même au début des années 2000, on a eu l'âge d'or de 3 trilogies ultra populaires. Qui d'un point de vue qualitatif, c'était quand même assez incroyable. On a eu la prélogie Star Wars, les Matrix et le Seigneur des Anneaux. Ouais. En plus d'Harry Potter pour ceux qui aiment Harry Potter. Et on a quand même eu un espèce d'âge d'or de cinéma blockbuster populaire que tout le monde allait voir. Et on avait quand même des films extrêmement qualitatifs. Je dis pas que les Marvel sont pas qualitatifs. Je pense que The Avengers. Si, tu l'as dit. Si le succès fonctionne, c'est que c'est totalement mérité et que voilà, il y a pas non plus de hasard. Mais c'est vrai, ce qui est dommage, c'est que à force d'avoir tant de Marvel par an ou tous les ans, bah du coup, on perd un peu de cette magie ou de ce côté un peu précieux, voilà qu'on pouvait avoir là maintenant. On est habitué. Ouais, il y a ce côté habitué. Puis il y a quand même ce côté où justement on en parlait tout à l'heure dans les comics. On a un peu ça revient aussi dans le cinéma, c'est-à-dire que on fait passer un petit peu la qualité enfin la quantité avant la qualité par certains moments. Tu vois, j'ai l'impression que les Marvel, il faut qu'ils fassent leurs 2 ou 3 films dans l'année.
Sinon ils sont pas bien quoi. C'est ça. Et du coup, il faut vite qu'ils fassent des films. Alors, ils trouvent des personnages, hop, ils trouvent des réalisateurs, des yes man qui vont vite faire le film comme l'a décidé la production, et on y va quoi. Là où on pourrait attendre qu'il y ait une vraie idée avant de lancer un film, tu vois ce que je veux dire. Bah ouais. Et justement, il y a trop de films de super-héros en ce moment. Enfin, pour les gens qui n'aiment pas les super-héros, c'est horrible quoi. Enfin. Ouais, t'en as pratiquement toute l'année au cinéma, j'ai l'impression. Ouais. Et même pour ceux qui aiment, enfin moi je trouve qu'il y en a trop quoi. Enfin, c'est bon, faites autre chose. Enfin justement, en plus vous faites que de la merde, donc arrêtez quoi. Enfin... ouais, ils s'en rendent compte en plus. Hein. Ils le savent que c'est de la merde, mais comme ça ramène des sous quand même. Mais c'est ça. Parce que là, ça pète le box-office, hein, Shazam, alors que c'est pas ouf. Alors que c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est sympathique pour passer un bon moment, mais il n'y a aucune qualité, quoi. Ouais, mais ça rapporte des sous et du coup, ils sont contents, ils se disent, on va enchaîner très vite pour en gagner plus après, quoi. Ouais. Et là, pour le coup, moi, je trouve que c'est du mépris et c'est de l'élitisme. Dans le sens où, pour gagner des sous, il faut qu'on fasse de la merde. Parce que les gens sont cons. Eh ben non. On l'a vu avec Nolan, d'ailleurs. Que les gens sont très bien capables de regarder des bons trucs et d'aimer des belles choses. Si tu fais de la qualité, tu rapportes encore plus de fric. Et ça, ils s'en rendent pas compte, en fait. Pour eux, la vie est là, hein, quand tu vois les avis. C'est sûr, hein. Et pour eux, il faut se rabaisser un public non instruit, entre guillemets, alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Mais regarde, un film de Nolan, ça prend 4 ans à produire. Entre l'écriture, le machin, etc., hein, tout le truc. Là où un film Marvel, ça leur prend 6 mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, peut-être pas 6 mois, mais sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, mais sur le long terme, sur l'année, ils ont empoché 3 milliards de dollars. Là où avec Nolan, ils vont empocher 1 milliard sur 4 ans. Oui, mais par contre, dans 2 ans, on aura oublié, si le film de super-héros n'a plus de qualité, on aura oublié et il y aura plus de Ils l'auront oublié, mais tandis que l'héritage d'aujourd'hui qu'on a, pourquoi les gens vont voir du super-héros aujourd'hui, c'est encore parce qu'ils pensent limite à Nolan, quoi. Enfin, c'est ce qu'on dit, Batman, qu'est-ce qu'ils disent, Nolan, alors que ça date d'il y a 10 ans. Et s'ils vont voir un Batman qui va sortir dans 2 ans, c'est parce que ils pensent à celui de Nolan, et ils se disent, ça va encore être le Batman, enfin tu vois, donc les conséquences, finalement. Je suis sûr qu'il y en a qui vont aller voir parce qu'ils penseront au Batman de Schumacher. Quoi? C'est pas vrai? Je trouve que Batman Forever, il y a quand même du charme. Forever, il est bien. Forever, il est pas si mal. C'est pas le pur thé. Voilà. C'est Robin. C'est Batman et Robin. C'est Batman et Robin qui va pas. Ah ouais. Là, c'est une bonne daube, Ça, oh là là. Moi, j'ai pas réussi à le regarder en entier. C'est quand même mal, ça. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas. Je m'emmerdais tellement que je me suis dit, j'ai pas envie de perdre mon temps et j'ai arrêté le film, quoi. Après, Vas-y, Lloyd. Le Batman Forever, ce qui est quand même, c'est pas un très bon film. Enfin, quand on le revoit, quand même, c'est très kitsch. Il y a quand même 2-3 très bonnes séquences, notamment la mort des parents de Robin, que je trouve qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis, Jim Carrey et Tommy Lee Jones, c'est quand même 2 super bouffons. Et tu te marres bien. Il y a Drew Barrymore qui est dans le film. Enfin, le film est quand même assez culte, mais j'aurais vraiment aimé voir la version de Burton, puisque Burton avait prévu Billy Dee Williams en double face pour le 3e film, avec peut-être Robin, et ça aurait été pas mal de voir sa version. Après, Batman va être relancé en 2020. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà. Après, le problème, c'est que Batman, il y a eu Suicide Squad, qui était pas non plus un grand moment de cinéma. Il y a eu Batman versus Superman. Là, il y a un nouveau film Joker. Donc bon, j'espère que ce sera un rendez-vous, parce que Suicide Squad, c'était quand même bien mauvais, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien naze. Ouais, moi, j'ai trouvé ça, je sais pas comment dire, mais c'est du divertissement familial, quoi. Voilà. Là où on aurait pu en faire un film très sérieux et avec une vraie dimension dramatique, on en a fait un film familial et voilà, qui est un peu gâché de mon point de vue. Ça se regarde, honnêtement, je l'ai revu même après, ça se regarde. Je veux dire, Margot Robbie et Will Smith tiennent bien leur rôle.
au final, voilà, ça se regarde, mais c'est clair que ça n'a pas atteint le niveau espéré quand ils ont lancé la production du film et quand on avait vu la première bande-annonce. Alors attention avec Joker. Ouais. Non, mais je pense que Joker, c'est une autre, je sais pas comment dire, c'est une autre branche de chez Warner, c'est-à-dire qu'il y a le côté blockbuster comme Shazam, comme Aquaman, etc. Et là, je pense qu'avec Joker, on est dans quelque chose d'un petit peu plus intimiste et c'est là où j'ai bon espoir. Ouais. Et qui aura tout autant de succès. Enfin, c'est pas parce que c'est de la qualité que ça n'aura pas de succès. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est clair. Ah, déjà, nous, on va y aller 3 fois, du coup. Non, mais c'est vrai que bon, on attend beaucoup de ce film et du coup, il y a beaucoup de personnes qui après ça vont lire Killing Joke. C'est une bonne nouvelle. Exactement. Ouais, c'est clair. Et ça va rebooster les ventes de Killing Joke. Enfin, ouais, non, c'est. Voilà, et puis après on leur vend Batman White Knight. Ouais. Ça y est, on fait la ligne éditoriale d'Urban. Ça y est. Ok, bon, ben, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce thème du grand public et Batman, qui est parti un petit peu dans tous les sens. On a parlé beaucoup de Marvel, on a parlé de cinéma, on a parlé de jeux vidéo, on a parlé de comics, on a parlé de fans, d'élitistes, d'Arte. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ce soir? Je pense qu'on a vu pas mal de choses quand même. Ouais, on a bien fait le tour. On a fait le tour, hein. Sur ce, je vais remercier Lord Chéri d'être avec nous ce soir, d'avoir participé à ce podcast. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir été patient, Nicolas, de m'avoir relancé pour que je puisse participer. Je t'en prie, c'est un énorme plaisir. Nous, ça nous fait très plaisir que tu sois là avec nous et puis voilà. En plus, on a pu parler de toi, on a pu parler avec toi de cette fameuse masterclass. Donc, non, c'était cool. Merci Aliénor, merci Alex d'avoir été là ce soir aussi. Salut, bonne soirée. Pas de soucis. À très vite. Et puis, comme d'habitude, je donne rendez-vous à tout le monde sur les réseaux sociaux pour nous laisser leur avis sur ce podcast et sur notre élitisme prononcé sur Batman. Et puis surtout, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast. Et puis en attendant, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao. Salut. Salut.